Bonjour à tous, bienvenue dans Virage Digital, une émission consacrée aujourd'hui au tourisme, comment le tourisme surfe sur le big data. On va en parler avec mes invités dans quelques instants, mais avant de vous les présenter, on va attaquer avec la revue de presse Google qui annonce avoir dopé son moteur de traduction grâce à l'intelligence artificielle et arriver à des performances proches des humains, avec quelques petits bémols sur les erreurs liées aux traductions de machines. Google qui annonce également être passé donc d'un système de reconnaissance d'analogie à un système donc de deep learning, de machine learning, et qui apparemment semble très prometteur. On va voir un graphique où Google présente en effet les différentes catégories de traduction. Et on voit que entre l'anglais et le chinois l'anglais, déjà c'est pas les mêmes performances, ça c'est à noter dans un sens ou dans l'autre. Mais si vous lisez ce graphique, c'est que en fait le phrase-based, c'était les expressions et la reconnaissance via mimétisme, on pourrait dire, est en bleu. Le neural, donc c'est ça le machine learning, l'intelligence artificielle, est en vert. Et il reste un petit peu de jaune encore, qui est l'humain, parce que c'est vrai que les machines font encore des erreurs parfois grossières, dit Google, notamment sur la traduction de noms de famille ou d'expressions un peu particulières, assez rares. Mais on le voit, ça progresse et on n'est peut-être plus très longtemps de l'oreillette où on pourra parler chacun dans sa langue et se comprendre instantanément. Alors, je ne vous ai pas présenté mes invités, mais j'en profite pour le faire. On a Franck Poissonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes CTO de La Fourchette et à vos côtés Benoît Rotembourg, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans un cabinet de conseil spécialisé en yield management qui s'appelle Eurodécision. Un commentaire peut-être déjà sur ces progrès très rapides finalement de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Benoît. Étant le plus vieux autour de la table, je pense que les promesses qu'on avait entendues, moi je les ai entendues à l'école en 1988-1989, dans mon école d'ingénieur, les promesses auxquelles je ne croyais pas, pour être très franc. Ouais. Je me souviens même avoir rempli des codes postaux pour faire des campagnes d'expérience de reconnaissance dans une société qui traitait pour la Poste des gros volumes. Et franchement, j'aurais pas pensé que ça remplacerait l'homme aussi vite. Parce qu'en fait, c'est ça, on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération de l'histoire. On se dit les voitures autonomes qui vont se conduire toutes seules, c'est 2025, 2030. Ben non, elles commencent déjà à sillonner les rues à Singapour, aux États-Unis. Franck, vous partagez ce sentiment Alors, la vitesse qui est permise maintenant avec tout ce qui est le stockage, la capacité de calcul qui a fortement augmenté, permet effectivement, comme le dit Benoît, de réaliser des choses qu'on avait prévues théoriquement dans les années 80-90. Et on voit matérialiser et on n'a pas conscience non plus complètement de toutes les opportunités qui sont liées avec ces choses-là. Le deep learning est une illustration de ce qui se passe et on voit une application très concrète sur les moteurs de traduction, mais on peut l'appliquer à pas mal de choses. C'est utilisé pour la reconnaissance des photos. Il y a Google qui avait sorti aussi quelque chose d'assez fou il y a quelques mois, où vous donniez votre album photo, il reconstituait les photos, il recollait, il vous créait des choses, il vous crée un film à partir de vos photos. C'était assez bluffant. Ça va bientôt remplacer Stanley Kubrick, mais Florent, est-ce que vous voyez ce deep learning, c'est cette puissance de calcul dont parle Benoît, à la portée de tous, se démocratiser? Parce que là, on parle encore de Google, on parle de Facebook. Est-ce que c'est à la portée, de La Fourchette, 560 employés? Est-ce que vous jouez avec les mêmes armes? Non, parce que le nerf de la guerre, c'est la data. Et il faut avoir une vaste quantité de data pour être capable de l'exploiter de la manière dont le fait Google. Pourquoi Google arrive à faire ces traductions aussi facilement, c'est qu'il y a des milliers de gens qui utilisent son service. Et sur toutes les erreurs que les gens vont remonter ou qui vont remonter, ils vont être capables, la machine va être capable d'apprendre toute seule. L'échantillon est important en statistique. Exactement, c'est le nerf de la guerre. En statistique, la taille de l'échantillon fait la qualité de ce que vous allez prédire. Allez, on continue avec cette revue de presse. Une deuxième info que j'ai notée cette semaine, c'est Snapchat, alors, qui va se débaptiser pour raccourcir son nom en Snap. Alors Snapchat, vous connaissez peut-être ou pas, c'est une application en tout cas dont raffolent les jeunes gens, qui permet d'envoyer des photos plus ou moins drôles et qui disparaissent quand l'utilisateur les a regardées. Snapchat lance une lunette connectée. Donc ça rappelle un peu la Google Glass et ça permet de
filmer ces expériences de façon naturelle. Le fondateur Snapchat dit j'en avais marre de finalement faire des films avec mon téléphone portable, hein, c'est une espèce de mur entre moi et la réalité. Là, ça permet de revivre l'expérience de façon beaucoup plus naturelle. Bon, ça semble être un gadget, en tout cas ça souligne l'importance de plus en plus dans nos vies de cette grammaire vidéo, hein, qui inonde de plus en plus la vie connectée et qui nécessite aussi un traitement data colossal. Alors il faut, quand on parle de volume de données, évidemment si on compte chaque pixel de chacune de ces images, on est dans du, je sais pas quoi, pétaoctet, ou je sais pas quoi imaginer. Il y a des choses beaucoup plus simples qui sont déjà exploitables. Rien que le fait de savoir qu'il y a une photo. On a fait des études sur des dizaines de milliers d'hôtels, de gîtes. On a fait des études sur l'influence du nombre de photos sur le chiffre d'affaires que pouvait faire un gîte, un bed and breakfast, typiquement. Et rien que le nombre, alors évidemment, entre 0 et 2, ça joue pas beaucoup, et au-dessus de 48, ça n'a pas grand sens, mais entre 2 et 48, et on arrive à mesurer si, s'il n'y a pas de photos, c'est moins bien que s'il y en a, et s'il y a des vidéos, c'est encore mieux. Est-ce qu'on arrive à dire ça? Alors oui. Ça, c'est de la pub pour Décideur TV. Hein. Moi, je travaille beaucoup dans l'univers du camping. On gère les prix d'à peu près 450 campings aujourd'hui en Europe. Et clairement, on fait des études d'impact sur la vidéo par drone, la vidéo par bike. Ouais. Et qu'est-ce qui marche le mieux dans les campings? Aujourd'hui, il y a une offre avec vidéo fait avec des vélos. Ouais. Qui est assez intrusive, qui se promène dans le camping, etc. On me dit que ça a beaucoup d'effets. Après, on n'a pas de volume. On ne sait pas si cette vidéo dure 3 minutes ou 4, si c'est mieux. La fourchette, bientôt on aura des consommateurs avec des lunettes Snap en fait, qui permettent de filmer 10 secondes. Hein, je crois pour l'instant, mais ça va sans doute progresser, et qui filmeront peut-être ce qu'ils sont en train de manger. Ouais, le partage et l'aspect communautaire aussi, la gastronomie est important. Et effectivement, pouvoir envoyer une petite vidéo pour je suis dans un grand restaurant, regarder ce que je suis en train de manger et le partager rapidement, directement, c'est effectivement une autre manière de vivre aussi son expérience au restaurant. Et ça, vous posez déjà la question, comment utiliser ces datas? Vous l'envisagez? On a des datas et on réfléchit à comment on pourrait le faire. Et à nouveau, on rentre dans une des principales limites, qui est la volumétrie. On n'en gère pas suffisamment actuellement pour avoir des résultats qui soient fiable statistiquement par rapport à ça. On continue, troisième actualité, une brève concernant Business Insider. Je ne sais pas si vous connaissez ce site américain qui a essaimé dans plusieurs pays et qui arrive en France après quelques mois de retard à l'allumage. Enfin, on a Business Insider version française. C'est développé en partenariat avec Bertelsmann et sa filiale française Prisma, même si Business Insider a été racheté par le concurrent allemand Springer. Mais voilà, donc bienvenue à ses confrères et qui couvrent l'actualité économique et people d'une façon assez originale, assez moderne, et qui permettent en effet de dépoussiérer parfois ce traitement journalistique. Voilà donc pour la revue de presse. On va enchaîner avec notre débat. Comment est-ce que le tourisme surfe sur le big data ? Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.